Hello les gars, on se retrouve pour le podcast habituel du lundi comme à notre habitude. Et aujourd'hui on va parler différence, on va parler autisme, etc., etc. Et surtout, je vais vous parler de comment est-ce que moi, en tant qu'autiste Asperger, je m'adapte, voire me suradapte. C'est un terme qu'aime bien utiliser les neuroatypiques, je me suradapte. C'est un mot que personnellement j'aime pas trop, je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, comment est-ce que je fais en fait pour tout simplement évoluer dans le monde parmi des gens qui sont en majorité neurotypiques, etc. Comment ça se passe, quelles sont les techniques, quels sont peut-être les conseils que je peux donner à des pères, etc. Donc j'espère que le sujet vous intéressera, que vous soyez neurotypique ou neuroatypique, peu importe. En fait, c'est pas vraiment la question dans ce genre de contenu, mais c'est juste voilà, partager un petit peu voilà, des petites astuces, des petits trucs qu'on fait, etc. Peut-être un petit peu aussi expliquer un peu mieux le handicap, etc., etc. D'accord? Donc j'ai noté quatre grands trucs, quatre grands aspects en fait de mon adaptation, de comment je fais, etc. Peut-être quatre tips ou quatre faits sur moi qui essayent un petit peu de s'adapter, etc. Je commencerai peut-être ce podcast par dire qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment l'impression que j'arrive à m'adapter en fait, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a un truc qu'on ne dit pas forcément, mais quand on est autiste, on apprend énormément. Et un peu comme tous les êtres humains, hein, quand on est ado, on peut faire des trucs un petit peu, voilà, un peu inconscients, un peu, voilà, on est naïf sur la vie, on fait des conneries, etc., etc. De la même manière, les autistes peuvent à fond se planter pendant leur adolescence, le début de leur âge adulte, etc. Et au final, à partir de l'expérience qu'on a, des choses et tout, on peut continuer, on peut s'adapter et comprendre que ah oui, ça faut pas que je le fasse, ça faut que je le fasse, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire en fait que qu'il faut, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vu passer sur Facebook, c'est tous ces adultes et ados en fait chez qui on va absolument pas accepter les maladresses en fait, parce que autant les enfants autistes, il y a pas mal de compassion, genre d'aide, genre oui mais c'est un enfant, tu comprends, il est autiste, etc. C'est normal qu'il galère. Mais quand c'est un adulte ou quand c'est un ado qui en plus a pas l'air handicapé, en fait a juste l'air normal, tu sais, on a beaucoup plus tendance à juger et à dire ouais t'as vu lui, t'as vu elle, etc., etc. Ceci dit, moi je tiens vraiment à pas être pessimiste là-dessus, parce que je vois beaucoup trop de pessimistes sur les réseaux sociaux et ça nous tire vers le bas, et je suis désolée, le pessimisme ça n'apporte pas que des bonnes choses. Il y a énormément de progrès qui ont été faits dans notre société. Je suis désolée, je vais heurter des gens quand je vais dire ça, mais moi, je le sais en tant qu'autiste moi-même, quand je dis que je suis autiste aux gens, c'est rare qu'on me mette des ouais, non, toi, ouais, non, t'es pas autiste, non, c'est rare qu'on me dise ça. D'ailleurs, je me pose la question si on m'a déjà réagi de cette manière. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, par contre, et qui arrive régulièrement, c'est qu'on me dise ouais, mais du coup, t'as aucun symptôme, enfin, t'as aucun problème, enfin, etc. Parce qu'évidemment, c'est des trucs qui se voient pas, et après, je suis obligée d'expliquer. Mais à partir du moment où j'explique, et que, en plus, sur un ton bienveillant et tout, les gens comprennent instant. Enfin, j'ai jamais eu de vrais problèmes avec les gens, etc. Donc, franchement, les gars, arrêtons d'être aussi pessimiste. Je sais qu'il y a encore des problèmes, qu'il y a encore d'énormes progrès à faire. Je sais aussi que ça dépend des milieux. Il y a des milieux où les gens sont mieux éduqués que d'autres, comprennent mieux, ont plus d'accès à l'éducation. Je sais pas, il y a différents comme ça facteurs qui font que parfois dans certains endroits c'est plus difficile que dans d'autres. Mais on peut pas ignorer le progrès en fait. On peut pas ignorer que oui, il y a plus de dispositifs pour les autistes, il y a plus de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, donc de plus en plus de gens savent ce que c'est quoi. Donc voilà, ça veut pas dire voilà, il faut être laxiste dans le militantisme, etc. Je dis pas ça du tout, mais il faut aussi savoir reconnaître les évolutions positives desquelles moi personnellement je suis très enthousiaste, parce que voilà, moi voilà, quand je suis capable de parler de mon autisme à des neuroatypiques qui n'ont parfois jamais entendu parler d'autisme et que c'est très bien reçu et que les gens s'adaptent en fonction de voilà, peut-être des aménagements que j'aurais besoin là. Mais je sais pas, mais moi ça me fait plaisir en fait. Je vais pas commencer à râler, tu vois. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, c'était un peu mon côté opinion, bad buzz, etc. Maintenant on va rentrer dans les 4 points que j'avais notés pour ce podcast, parce que voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc déjà, le premier tips que je me suis donné en fait, et que je peux donner, peut-être conseiller aux gens de faire, c'est vraiment d'essayer de comprendre en premier lieu. Tu vois, si t'es quelqu'un qui a du mal avec la vie sociale, t'as l'impression que les gens ils te rejettent, etc. Tu sais pas trop pourquoi et tout. T'as du mal à te faire des amis, tu sais pas trop pourquoi. Moi, il y a un truc qui est une priorité pour moi quand je veux rentrer dans un cercle social, ou quand je veux voilà, discuter avec des gens tout simplement. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui heurte les gens.
tu vois. Moi j'ai compris un truc, c'est que voilà, pendant longtemps dans la fin de mon adolescence, vie adulte, etc., j'avais un gros problème, c'est que j'étais ultra cash et je voyais pas le problème à être cash. C'est-à-dire que je disais aux gens la stricte vérité. Alors c'est encore le cas aujourd'hui, parce que j'ai vraiment la vérité, pour moi c'est important, tu vois, la vérité, pas se mentir, pas se raconter des chimères et tout, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Mais c'est vrai que quand tu le fais avec des gens qui parfois sont pas ultra proches de toi, donc tu peux pas trop te permettre non plus de les clasher ou quoi, voilà, dire ouais non mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu devrais pas faire ça, non mais t'as tort de faire ça, voici la preuve que tu as la tort de faire ça, que tu as tort de faire ça. Voilà, rentrer comme ça dans les gens, c'est un truc que je faisais énormément. J'ai heurté beaucoup de gens en ayant cette attitude. Et en fait, au début, je voulais pas comprendre que c'était très désagréable pour les gens et que ça heurtait les gens. Je ne voulais pas le voir parce que je me disais, mais c'est moi qui ai raison, parce que c'est moi qui dis la vérité, etc. Moi, je suis honnête, je dis la vérité. Mais non, c'est pas parce que tu dis la vérité que c'est forcément bien. Parfois, ça vaut le coup de pas forcément dire la vérité. Et parfois, c'est difficile à comprendre pour nous autistes parce que, bah voilà, on a juste envie de dire la vérité et tout. On voit pas le mal en fait là-dedans. Mais au bout d'un moment, heurter les gens, c'est pas une bonne chose non plus. Et parfois, oui, ça vaut le coup de bousculer un peu les choses. Mais voilà, quand on est juste dans une discussion tranquille, entre amis, etc., et qu'on veut juste passer du bon temps, ça vaut le coup aussi de un peu, voilà, se calmer et pas toujours balancer des trucs comme ça qui sont très tranchants envers les gens. Voilà, encore une fois, j'ai dû mettre mon ego de côté parce qu'avant j'étais vraiment en mode bah oui, non mais attends, c'est moi qui ai raison de dire la vérité et tout, alors que en fait personne n'a raison, tu vois, il y a plusieurs vérités en fait. En fonction des gens, chacun a son vécu, chacun a ce qu'il tolère lui. Alors je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais à partir du moment où j'ai commencé à être un peu moins rentre dedans avec les gens, un peu plus bienveillante aussi, parce que bah j'étais pas forcément bienveillante quand je disais la vérité comme ça, cash, sans aucune diplomatie, c'est ça aussi, tu vois, il faut apprendre la diplomatie, tout ce genre de choses. En fait, essayer de comprendre mais qu'est-ce qui est un désagrément pour l'autre que je peux peut-être ajuster, quoi. Donc je vais donner un exemple qui m'a vraiment fait réaliser beaucoup de choses. J'ai un garçon dans mon entourage qui est très certainement autiste, hein. Il n'a pas encore de diagnostic, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Voilà, et en fait on parle beaucoup de lui dans mon entourage parce que en fait il comprend pas les codes sociaux, quoi, tout simplement. Il comprend pas les codes, etc. Et même des codes qui même pour moi sont totalement acquis, pour lui c'est inconnu, quoi. Et quand je vais te donner des exemples de codes qu'il ne respecte pas, par exemple, parfois je suis dans une discussion un peu intime avec une amie ou je sais pas quoi, et lui il fait irruption et tout, et il s'incruste dans la discussion alors que personne ne l'y a invité, quoi, tout simplement. Et juste, bah voilà, ça nous met dans l'embarras parce que peut-être on parlait de choses un petit peu intimes, etc., etc. Et lui il vient là en mode ouais salut, et surtout il prend ses aises aussi très vite avec les gens. Tu vois, il commence très vite à te donner des surnoms alors qu'on est à peine potes et tout. Enfin, il respecte pas vraiment tous les codes, les petits codes sociaux comme ça. Très certainement parce que bon bah voilà, il y a un diagnostic qui va tomber aussi. Donc voilà, mais c'est juste, à ce moment-là, c'est quand j'ai été heurtée par une personne qui elle aussi était neuroatypique que je me suis rendu compte de à quel point tu peux heurter les gens sans t'en rendre compte, en fait, parce que cette personne est innocente et gentille, et en fait elle nous heurte, mais sans s'en rendre compte, sans être pensée à mal, etc. Et c'est là que j'ai réalisé que je faisais peut-être aussi la même chose et que c'est pour ça que ça valait le coup aussi, bah voilà, parfois de un petit peu s'adapter aux gens qui sont neurotypiques. On parle toujours de s'adapter aux neuroatypiques parce que voilà, mais les neuroatypiques peuvent aussi parfois essayer de comprendre comment mieux vivre avec les gens, etc., pour que ça se passe mieux, que ce soit plus fluide. Donc c'est vraiment en remarquant un père faire quelque chose de heurtant comme ça que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être dérangeant pour autrui, alors que moi je trouvais que c'était pas du tout un problème. Et que j'ai décidé de chercher, de peut-être parfois même poser la question aux gens, de leur dire qu'est-ce qui vous heurte, quelles sont les limites à ne pas franchir, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et ça m'a beaucoup aidé pour tout simplement avoir une vie sociale épanouie. Parce qu'aujourd'hui j'estime que ma vie sociale est parfaitement épanouie. Je suis très très heureuse de ce que j'ai aujourd'hui. Ça n'a pas du tout toujours été le cas, donc j'en profite énormément. Donc voilà. Voilà, je suis désolée si j'ai dit des choses qui parfois vont contre vos valeurs. Bon. Malheureusement c'est le jeu, parler pendant 20 minutes sur un podcast, on finit toujours par dire un petit peu des opinions qui sont pas toujours en accord avec les valeurs de tous. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième truc que j'ai noté, c'est apprendre à se créer un soi neutre. Voilà. Quand on est autiste, enfin en tout cas moi, voilà, je sais pas les autres,
en tout cas moi, j'ai l'impression que, enfin, je me rends pas compte que je peux pas être moi-même tout le temps, quoi. Il y a des moments où juste être soi-même, c'est pas une bonne chose, en fait. Non, c'est horrible ce que je viens de dire. Là, je m'entends plus parler, là. Non, mais c'est juste pour dire que souvent, quand on est autiste, on a une personnalité qui est un petit peu prononcée. Genre, on a voilà, on aime bien s'habiller avec des vêtements peut-être un peu atypiques, ou alors on a une personnalité vraiment qui sort de l'ordinaire, etc. Bref, on est nous-mêmes. Et le truc, c'est qu'il y a certains cadres, et ça c'est pareil. Moi, je pensais avoir raison en disant oui, mais il faut être soi-même coûte que coûte, etc., etc., etc. Mais non, il y a des moments où il vaut mieux se créer un soi qui est neutre. Tu vois, ça veut pas dire, en fait, je me suis rendu compte que se créer un soi neutre, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, qui va parfois, quand tu vas rencontrer des gens, que tu dois d'abord un petit peu les tester pour voir si ces gens vont bien matcher avec toi, si c'est des gens avec qui tu peux avoir voilà, des fréquentations, etc. Si c'est des gens fiables, au début, ça vaut toujours le coup d'avoir une personnalité un peu neutre où tu ne ressors rien d'extravagant. Pourquoi? Parce que là, tu vas me dire, mais attends, mais tu te fous de notre gueule, en fait. Tu te fous de notre gueule, là, on essaye à fond d'être nous-mêmes, on n'ose pas être nous-mêmes, et toi, tu viens nous dire qu'il faut, au contraire, briser tout ça. Moi, quand j'étais en prépa, et c'est vraiment là que j'ai commencé à entrer dans l'âge adulte, hein, quand j'étais en prépa et tout, je voulais être moi-même à tout prix, c'est-à-dire exhiber ma personnalité extravagante, etc., être à fond moi-même, etc. Et je me suis très vite pris en fait des rejets par rapport aux gens parce que les gens ne me connaissaient pas assez pour être prêts à accepter ma personnalité. En fait, les gens doivent d'abord, il doit toujours y avoir tout un processus de genre je rencontre les gens, je commence à, voilà, je leur dis mon âge, mon nom, mon parcours, etc. On devient progressivement, on crée un petit peu des liens. Et seulement quand les gens commencent un peu vraiment à te connaître, à te faire confiance, etc., tu peux commencer à leur montrer des vraies facettes de ta personnalité. Et là, les gens vont se dire, ah mais ouais, en fait, t'es aussi comme ça, c'est cool, etc. Ou c'est pas cool. Il y a aussi des gens qui vont dire, ah bah finalement, cette personne-là, j'en veux pas et tout. Mais c'est juste que quand tout de suite t'imposes une personnalité extravagante aux gens, ça peut être très intimidant pour la personne en face, qui va se dire, mais attends, mais elle se prend trop ses aises, en fait, on se connaît pas, en fait. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut polariser, tu vois, genre, c'est un truc, là, je donne vraiment mon opinion, genre, des trucs que des gens, vous allez peut-être pas du tout être d'accord et tout, mais je me suis rendu compte que pareil, quand tu étais un entretien d'embauche, en fait, c'est juste, voilà. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi? Parce qu'en fait, ma personnalité, moi, quand elle est vraiment, genre, je suis à fond moi-même, full moi-même et tout, c'est pas un truc qui passe dans les entretiens d'embauche, c'est pas un truc qui passe quand tu passes un examen, etc., oral, etc. Et forcément, bah, j'ai pas envie d'être pénalisée par ma personnalité, et on peut se créer une personnalité neutre, en fait, revenir un petit peu à quelque chose de plus neutre, tout simplement pour passer les étapes importantes de notre vie, peut-être le permis de conduire, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Et après, à partir du moment où tu commences à connaître les personnes à qui tu as affaire, peut-être, je sais pas, peut-être à ton examen, tu vas être full toi-même parce que tu connais le prof, et le prof sait qui tu es, il accepte, il a déjà validé ta personnalité, et dans ce cas, ok. Mais quand tu es face à des inconnus, quand tu as une personnalité extravagante, il vaut mieux ne pas tout de suite, ça heurte les gens, quelque chose de trop atypique, parce que ben voilà, eux aussi, les atypiques aussi ont leurs petites habitudes, et quand ça sort trop d'un coup, en fait, ça peut créer comme ça un petit frottement et mal passer, quoi. Donc j'ai vraiment appris à me réguler sans pour autant renier ma personnalité. Ça veut juste dire que je choisis les personnes avec qui j'ai le droit d'être moi-même. Et ça, c'est un truc que j'ai pas voulu accepter au début. Pourquoi? Parce que je me disais, mais attends, être soi-même, c'est la base, il faut être tout le temps soi-même, il faut pas renier qui on est, etc., etc. Et en fait, en grandissant au fur et à mesure et en apprenant des choses, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, pas nécessairement. Des fois, ça vaut juste le coup d'être un peu neutre, tout simplement pour pas froisser les personnes en face et ne pas les mettre, bam, leur faire un choc trop violent qui pourrait te pénaliser après dans tes relations sociales. Donc voilà. Encore une fois, j'ai vraiment peur d'être mal comprise, du coup des fois je répète un petit peu des choses, mais en fait il s'agit juste de d'abord connaître les gens, créer des liens avec des gens, et ensuite petit à petit tu peux révéler ta personnalité à ces gens-là, à partir du moment où voilà, vous êtes un peu plus intime, que vous vous connaissez bien et que vous avez confiance l'un en l'autre, ok? Donc voilà, ensuite j'ai noté quelque chose qui va un peu contrebalancer tout ce qu'on a dit, parce que là c'était un peu hardcore, genre ah ouais, on renie notre personnalité. Alors attention, j'ai jamais dit on renie notre personnalité, c'est juste voilà, des fois on se crée un soi neutre, mais c'est juste pour dire que tes dingueries, ton humour un peu bizarre, ta personnalité un peu particulière, etc., il faut savoir l'utiliser comme une force au moment où bah, ça peut être utilisé comme une force. Moi, j'ai fait des études d'école d'art, et ça pour moi c'était parfait.
fait parce que, alors j'ai pas du tout aimé mes études d'école d'art, parce que j'ai pas du tout aimé l'école dans laquelle j'ai été, etc. Ça c'est un autre sujet, mais il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette école au moins, en dehors des cours, en dehors de tout ça, c'est que en fait, comme en école d'art, c'est valorisé d'être différent, d'être particulier, d'être singulier, d'être parfois un peu gênant, etc., etc. Ma personnalité avait toute sa place. J'ai eu mon diplôme, mon master avec mention très bien, etc. Félicitations, blablabla. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a, voilà, dans le contexte des écoles d'art, en fait, mes dingueries, ma personnalité particulière a été une force pour moi. Regarde peut-être les domaines de ta vie où tes dingueries peuvent être une force, tu vois. Parce que dans certains points, par exemple, je sais pas si ton rêve c'est de démarrer, je sais pas, une chaîne YouTube, etc. Sur YouTube, tes dingueries peuvent être une force. Ça peut être ta personnalité, ça peut être le truc qui te différencie de tous les autres youtubeurs. Ou je sais pas, à tous les endroits où tu dois être un peu créatif, un peu, etc. Essaye de chercher un petit peu quels sont les domaines de ma vie où en fait mes bizarreries sont des forces, tu vois. Il y a des endroits sur la planète où tout simplement tes dingueries vont être considérées comme quelque chose de pénalisant, et dans d'autres ça va être au contraire des très 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 grosses forces, d'accord. Il s'agit juste de jauger à quel endroit. Moi j'aime bien l'analogie du père riche, c'était quoi déjà l'histoire, je sais plus, mais en gros c'est une fille qui veut vendre une voiture, ou un garçon, je sais plus, peu importe finalement, et on lui dit bah oui, bah va chez ce revendeur auto, et donc on lui propose la voiture à je sais pas 10 000 € quoi, et puis elle va dans un autre endroit, et puis à cet endroit-là, on va lui dire bah non, ta voiture elle vaut pas plus de 500 €, t'as vu comment elle est vieille et tout, elle marche plus, blablabla. Et puis elle va aller chez un petit collectionneur de bagnoles, et là le mec il dit je te la prends 100 000. Pourquoi? Parce que c'est une pièce de collection, c'est un modèle rare, etc. C'est plus du tout fabriqué, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire en fait? C'est ce conte, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est qu'en fait ta valeur, c'est juste, ça dépend de là où tu es, tu vois. T'as des endroits où on va pas du tout reconnaître ta valeur, on va pas du tout te prendre pour qui tu es, et t'en as d'autres au contraire, on va t'accueillir à bras ouverts. Donc il faut savoir où se pointer en fait, tout simplement. Donc voilà, ça je trouvais ça super inspirant, cette petite histoire là, de la fille qui vend sa bagnole là. J'ai entendu ça fait pouf dans ma tête, j'étais en mode ah ouais, c'est carrément ça. Donc voilà. Le podcast va bientôt se terminer, j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer aujourd'hui, donc ça va durer que 20 minutes. Désolée les gars, mais je pense qu'on aura largement tout dit déjà, donc ça va. Ensuite, un dernier point qui pour moi me tient beaucoup à cœur, et pareil ça va polariser, il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais moi ce que j'essaye un maximum, c'est de pas parler de mon handicap tout le temps, voire de quasiment pas en parler en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu dis toujours oui mais ça c'est parce que je suis autiste, ça c'est parce que je suis TDAH, oui mais tu comprends, ça c'est parce que j'ai tel trouble, c'est parce que j'ai telle particularité, c'est parce que mes sens ils sont comme ça, blablabla. Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai un vrai problème, par exemple, si quelqu'un fait trop de bruit et que ça me dérange trop, bah là, je vais lui dire, bah écoute, voilà, j'ai une hypersensibilité au bruit, donc si tu pouvais faire un petit peu moins de bruit, etc., ça me dérange un peu, voilà. Les moments où c'est nécessaire parce que ça heurte ton confort, parce que tu te sens pas bien, etc., que ça peut provoquer même voire des crises dans certains cas chez toi, oui, tu en parles, tu dis clairement que voilà, éventuellement tu as un trouble, un handicap, un truc, je sais pas comment tu appelles ça toi, mais oui, là, ça vaut le coup d'en parler. Mais sinon, dans toutes les autres situations de la vie, essaye de participer un maximum à la vie normale quelque part. Et de pas t'enfermer derrière une étiquette, tu vois. Parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis fait diagnostiquer? Alors, peut-être... Ouais, même avant que je me fasse diagnostiquer, à partir du moment où j'ai suspecté un trouble chez moi, j'étais en mode, je voyais tout à travers ça. C'est comme si j'avais des lunettes comme ça où il y avait écrit autisme dessus, et je voyais tout comme ça via mes lunettes. Je suranalysais tous mes comportements en me disant oui, ça c'est parce que j'ai tel trouble, c'est parce que j'ai telle difficulté, blablabla. Et du coup, en fait, je me repliais dans ma bulle en fait, et je me fermais à beaucoup d'opportunités. Et parfois même, je me créais des pensées limitantes en me disant je suis autiste donc je peux pas faire ça quoi. Genre typiquement, je suis autiste donc je peux pas aller à une soirée. Bah si, je peux aller à une soirée, je m'adapte, je prends un casque anti-bruit, je m'isole quand il faut, etc. Et dernièrement, je suis allée bruncher avec des amis, on était un groupe de 6, c'était de la pure socialisation et tout, c'était trop bien. Ok, j'étais vannée à la fin, j'étais crevée, j'ai fait mon copain m'a récupéré un petit peu comme un cadavre, mais j'ai passé un bon moment. Et en fait ça c'est un truc que j'aurais pas pu faire si je m'étais collée la pensée limitante de je suis autiste donc pas de vie sociale, je me replie sur moi-même. Non en fait, c'est pas possible. Donc ne vous enfermez pas derrière votre étiquette et essayez un maximum d'oublier que vous avez un trouble. Voilà, essayez de vous dire mais je suis un humain qui a autant le droit à la vie que les autres humains.
j'ai juste le droit d'évoluer parmi les neurotypiques, comme n'importe quel être humain, et pas toujours voilà, me fermer un petit peu dans mon petit monde. Et ça, c'est aussi un petit peu le danger de quand on s'entoure de trop de contenu sur les autistes, etc., etc. Moi, je suis un petit peu des comptes Facebook qui parlent d'autisme et tout et tout et tout. Le problème, c'est que s'il y avait que ça dans mes réseaux sociaux, j'aime bien, hein, donc je les garde et tout, mais s'il y avait que ça dans mes réseaux sociaux, que c'était une trop grosse partie de mes réseaux sociaux, je verrais la vie que à travers mon handicap, et ça c'est non, en fait. Ça me fermerait la porte à beaucoup trop de choses par rapport à mon ouverture d'esprit et tout et tout et tout, et voilà. Bon les gars, j'espère que ça vous aura pas trop énervé ce podcast. En tout cas, voilà, chacun a le droit d'avoir son avis. Je sais pas pourquoi je m'excuse, parce qu'en vrai, j'ai le droit d'avoir un avis et tout. Moi, ma vie, elle me convient très bien comme elle est, donc pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de... de parler un petit peu de ce que je pense et tout par rapport à une vie qui me convient. Donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'avoir... voilà, peut-être il y a des choses que j'ai dites qui sont voilà, totalement contraires à ce en quoi tu crois, tu vois. Moi, j'ai eu comme ça une fille dans mon entourage qui avait des opinions très fortes et tout, et on n'a pas pu être amis parce que voilà, c'était beaucoup trop clivant et tout, voilà. Mais c'est juste pour dire que tu as le droit d'avoir pas être d'accord avec moi du tout, etc. Et on a le droit voilà, de rester potes et tout, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bref, je dis rester potes, mais en vrai on n'est pas potes, on est juste, voilà, on est une relation parasociale. Réseaux sociaux. Voilà, allez, on se dit à très vite pour un nouveau contenu les gars, j'espère que ça t'a plu quand même, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Salut.